Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc aborder tous ensemble un exercice. Donc, c'est un exercice que j'aimerais partager avec vous pour que vous puissiez naturellement nous laisser vos impressions ou bien donner votre point de vue en commentaire. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit ici tout simplement du calcul de la charge limite sur une poutre par la méthode incrémentale. Donc, lorsque nous disposons de notre poutre comme ceci, notre poutre repose sur l'extrémité A, sur un appui double. Les deux autres appuis sont des appuis simples. Donc, dans ce cas, c'est une poutre continue. Alors, notre poutre est de longueur L. La première travée est tout simplement de longueur L sur 2. La deuxième travée également de longueur L sur 2. Et là, nous avons une charge ponctuelle P appliquée tout simplement au milieu de la première travée. La première chose que nous allons évaluer ici, c'est tout simplement l'indéterminé statique. Le nombre d'indéterminés statiques ici, c'est tout simplement égal. Là, nous avons une charge double. Donc là, nous avons deux réactions possibles. Ici, nous avons deux appuis simples. Donc là, nous avons une réaction possible par appui. Donc au total, ça va nous faire 4 réactions. Moins le nombre d'équations. Donc, vu qu'ici, nous sommes dans le plan, le nombre d'équations de la statique ici c'est 3. Donc, somme des forces horizontales égale à 0, somme des forces verticales égale à 0 et somme des moments égale à 0. Donc là, ça va faire 4 moins 3 qui va donner 1. Donc, qui est couramment noté H. Alors, vu que nous avons une structure hyperstatique et hyperstaticité égale à 1, ici, le nombre de points critiques, ici est donné tout simplement par N est égal à H plus 1. Donc, dans ce cas-ci, le nombre de points critiques, ça va donner N égale à 2. Donc, 1 plus 1 qui est égal à 2. Nous avons donc deux points critiques sur lesquels nous allons évaluer tout simplement cette charge-là sur notre poutre. Alors, ici, comment trouver ces points critiques? Pour trouver ces points critiques, nous allons donc commencer par... donc là, nous allons d'abord écrire l'identification des points critiques. Alors, ces points critiques-là se trouvent tout simplement au niveau ou bien sur les zones de notre poutre, des zones auxquelles le moment fléchissant est tout simplement maximal. Donc, c'est-à-dire aux extrémités du moment fléchissant. Donc, ce que nous allons commencer par faire, c'est de dessiner ou bien de représenter la courbe du moment fléchissant, des moments fléchissants de cette courbe, de cette poutre-là. Donc là, nous allons donc utiliser la méthode des 3 moments. Donc ici, nous allons d'abord mettre premier point. Ça consiste à représentation de la courbe des moments fléchissants. Donc ici, puisque nous avons un appui double ici, le moment ici sera tout simplement 0. Et ici, nous avons un appui simple ici, à cette autre extrémité, c'est-à-dire le moment fléchissant à ce point sera également égal à 0. Mais au milieu, nous ne connaissons pas le moment à ce point-là. Donc là, nous avons une idée de l'allure de notre groupe. Alors, ça sera l'allure de notre groupe. Là, nous avons notre point A. Ici, nous avons notre point B. Et là, nous avons notre point C ici. Donc là, B, nous mettrons un peu juste en bas. Et ici, au milieu, nous avons notre point I. Donc, dû à cette charge ponctuelle, nous aurons donc un moment fléchissant qui va tout simplement aller comme ceci, de façon linéaire, jusqu'au point I. Ensuite, au niveau de B ici, nous avons notre courbe qui va monter jusque là. Et là, redescendre jusqu'au point C. Donc ici, nous avons le point C juste là. Alors, quelle est la valeur du moment fléchissant à ce point I et quelle est la valeur du moment fléchissant au point B? Alors, en appliquant la méthode des 3 moments, donc vous allez écrire méthode des 3, donc là, des 3 moments. Alors, que nous dit la méthode des 3 moments? Ça nous dit tout simplement que là, le moment en A ici, donc là, nous avons MA, moment AA, multiplié par la première travée, qui est tout simplement égal à L sur 2, plus 2 fois moment en B, multiplié par la somme des deux travées ici, qui va nous donner L,
plus le moment en C multiplié par la deuxième travée. Donc, ML sur 2 sera tout simplement égal à moins 6 EI multiplié par la variation d'angle au niveau de la première travée, plus la variation d'angle au niveau de la deuxième travée. Donc là, ça va donner phi 1. Donc nous allons dire phi AB plus phi A. Donc là, c'est phi AB plus phi BC. Alors là, c'est la formule, c'est ce que nous dit la formule de la méthode des trois moments ici, lorsque nous avons affaire à ce type de poutre. Alors, vu que MA, nous avons déjà dit au préalable que c'était égal à 0, MC égale à 0, alors ça stipule que nous avons deux fois MB, MBL est égal à moins 6 EI phi 1. Donc, notons phi AB phi 1 par exemple. Moins 6 EI phi 2. Alors, vu qu'au niveau des phi 2, nous n'avons aucune charge à appliquer sur cette travée-là, à ce niveau, cette variation d'angle sera considérée comme 0 ici. Donc, il va nous rester 6 EI phi 1. Alors, lorsque nous observons la première travée, la charge appliquée au milieu, avec une charge ponctuelle appliquée au milieu, là, c'est une forme remarquable. Alors, sur cette forme-là, lorsque nous avons affaire à cette configuration, nous avons au moins 6 EI phi E ici, va donner tout simplement moins 3 huitièmes de la charge P multiplié par la longueur de la travée au carré. Vu que la longueur de la travée c'est L sur 2, donc là nous aurons L carré sur 4, comme ceci. Alors, qu'est-ce que ça suggère? Ça suggère que MB, vu que les L vont se simplifier ici, donc MB, ça va donner moins 3, donc moins 3 PL divisé par, donc là, notre 2 ici, va diviser celui-ci. Donc là, nous avons 8 fois 8 qui va donner 64. Donc là, c'est la valeur de MB. Alors, en écrivant la relation fondamentale statique en B, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la somme des moments en B ici est tout simplement égale à 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comme premier moment en B ici, donc c'est la somme des moments. Nous avons comme premier moment le moment en B, plus le moment causé tout simplement par la réaction en A. Le moment causé par la réaction en A sera égal à, vu que la réaction en A vient comme ceci, alors si on prend le point de pivot comme étant B, là ça va pousser à une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça va faire moins la réaction en A multiplié par L sur 2 plus nous allons utiliser le même procédé. Si c'est au point de pivot, alors la charge P tend à faire pivoter cette portion dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Raison pour laquelle c'est plus P fois L sur 4 égale à 0. Alors, ça veut tout simplement dire que d'ici, on peut tirer directement la réaction en A. Donc, la réaction en A ici, ce sera égal à donc, 2 sur L en facteur de PL2. PL sur 4 plus MB. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réaction en A ici égale à 2 sur L qui va multiplier celui-ci. Donc, ça va transformer cela en PL en P sur 2, comme ceci. Le moment en B est égal à 3PL sur 64. Alors, fois 2 sur L, il va rester 3P divisé par 32. OK? Alors, cela va nous donner 16P. 16P sur 32. 16P sur 32 moins 3P sur 32. Qui est tout simplement égal à 13P divisé par 32. Donc la réaction en A ici, c'est égal à 13P sur 32. Une fois que nous avons évalué la réaction en A, nous allons maintenant nous intéresser au moment en I. Alors au point I, nous avons une somme des moments appliqués au point I ici sera tout simplement égal à 0. Nous savons qu'en I, nous avons le moment en I, plus le moment généré tout simplement par la réaction en A, qui est un moment ici, égal à moins RA, puisque ça fait tourner dans le sens
des aiguilles du montre. Donc là, ça va faire mon RA fois L dessus 4 égale à 0. Alors ça pourrait tout simplement dire que le moment en I ici, ça sera tout simplement égal à quoi? Ça sera égal à RA fois L sur 4. Donc, quelle est la valeur de RA? Donc, ça va devenir 13 PL divisé par 4 fois 32 qui va devenir 128. Donc, ça, c'est la valeur du moment en I. Donc, ici en I, nous avons 113 PL sur 128. Et ici en B, nous avons obtenu 3 PL sur 64. Donc voilà les valeurs extrêmes du moment que nous avons obtenues. Maintenant, quelle est la prochaine étape ici? Alors, la prochaine étape ici consiste à calculer la charge élastique. Alors, c'est quoi la charge élastique? C'est la charge qui va tout simplement, la charge maximale que peut supporter la poutre avant de générer les moments plastiques. Donc, dans ce cas-ci, nous allons supposer que le moment plastique de la poutre est donné. Donc, comme donné ici, sur cette pose, comme donné, nous avons le moment plastique de la poutre, noté MB. Maintenant, avant de calculer la charge élastique ici, nous allons commencer par identifier nos deux points critiques. Donc, les points critiques que nous cherchons au début sont tout simplement les points, le point I, la section I. Donc là, ce sont les sections critiques. Ce sont les sections critiques que nous cherchons. Donc, section critique ou bien localisation des sections critiques. Alors, la première section critique ici va se trouver en I. Et la seconde va tout simplement se trouver en O. Vu que nous voulons résoudre ce problème par la méthode incrémentale, alors que stipule cette méthode-là? Pour résoudre ce problème, nous allons donc commencer par déterminer la charge élastique PE au point de plus grand moment. Donc, de moment max, le plus grand moment. Donc là, nous avons ces deux cônes. Qu'est-ce que nous faisons? Nous venons parmi ces deux cônes, nous choisissons celui qui a le plus grand moment. Donc ici, nous avons 3 PL sur 64, ici, nous avons 13 PL sur 128. Donc là, nous savons que 13 sur 128 est supérieur à 3 sur 64. Ça veut dire que notre premier incrément ici, sera, ou bien notre première itération, sera tout simplement situé au point I. Donc ça va se faire au point I. Donc là, nous avons notre première itération. Donc entre parenthèses, première itération. Première itération en I. Ok. Maintenant, comme je disais tantôt, la charge élastique, c'est la charge qui va transformer, ou bien qui va nous permettre d'obtenir le moment plastique au point I. Donc ça veut dire, lorsque nous reprenons l'expression du moment en I, nous avons le 13 P, et au lieu du P, nous allons plutôt mettre PE, multiplié par L divisé par 128. Divisé par 128 sera tout simplement égal au moment plastique au point L. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque c'est la charge élastique que nous cherchons ici, ça veut dire que la charge élastique PE sera égale à 128 MP, 128 MPL, donc 128 MP divisé par 13L. Donc là, c'est la valeur de la charge élastique au point I. Alors, vu que nous avons déterminé la charge élastique au point I,
Comme son nom l'indique, la méthode par incrément, alors ça consiste à faire quoi? Lorsque nous déterminons la charge élastique qui est appliquée en ce point I, va nous permettre de générer tout simplement un mouvement plastique en ce point. Donc, vu que nous avons encore le coupon extrême ici, nous allons donc procéder à un incrément, à une augmentation de cette charge élastique. Alors, cette charge élastique-ci va plutôt permettre maintenant de générer le mouvement plastique au deuxième point, extrême qui est celui sur le point de mouvement inférieur, de mouvement max inférieur, ou à l'extrême inférieur, je vous l'ai dit. Donc, une fois cette charge élastique-ci générée, donc appliquée sur notre poutre ici, alors au point I, nous allons obtenir tout simplement une rupture. Donc, on appelle ça régulièrement rupture plastique. Donc là, au point I, si nous allons représenter nos poutres à nouveau sur cette charge élastique, ça sera comme ceci. Là, au point I, nous avons une rupture due à la charge PE ici. Et là, nous allons comme ceci. Donc cette rupture, c'est que c'est dû à la charge PE. Et là, nous avons le point D là. Par la suite, nous avons le point C. Maintenant, vu que nous allons procéder par incrément, lorsqu'on augmente cette petite charge, donc PE, d'un incrément noté delta P, alors qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous allons observer ici. Lorsque nous augmentons cette petite charge-là, vu que dû à cette charge PE, nous avons notre rupture plastique qui est créée ici, alors nous viendrons donc sur ce point et nous allons tout simplement appliquer juste cette augmentation de charge delta P. Alors, cette augmentation de charge va nous générer un diagramme de mouvement fléchissant quasiment identique à celui-ci. Alors, la seule différence, c'est qu'au niveau de cet extrême, vu que nous cherchons maintenant l'excédent de charge qui sera tout simplement au niveau B. Donc, dû à cette augmentation au niveau B, l'excédent de charge là-bas, la charge au niveau B sera égale à 3. Donc, NB ici, ça sera égal à 3. Donc, PE fois L divisé par 64. Car rappelez-vous, c'est PE qui nous a permis d'obtenir rupture ici. Maintenant, plus le mouvement dû à cette augmentation. Donc, vu que c'est appliqué exactement au même point, le mouvement généré ici sera la même expression, seulement avec delta P au milieu. Donc, 3 delta P fois L divisé par 64. Alors, c'est NB ici. Dans cet état, NB à ce niveau sera tout simplement égal au mouvement plastique. Alors, qu'est-ce que nous allons chercher dans cette deuxième fonction? Nous allons chercher delta P. Donc là, nous avons 3PE plus de delta P, le tout multiplié par L divisé par 64 est égal au mouvement plastique. Ça voudrait dire dans ce cas que PE plus le delta P est égal à 64 MP divisé par 3L. Alors, ça veut tout simplement dire que la charge élastique ici, delta P, autant pour moi, donc delta P, l'augmentation de charge sur la charge élastique, ça sera égal à 64 MP sur 3L plus le nombre PE. Alors, PE dans ce cas, c'est égal à 128 MP sur 13L. Donc là, ça va faire le nombre 128 MP divisé par 13L. Alors là, ça va nous donner donc 58 MP divisé par 13 fois 3, donc ça va faire 26, 39, divisé par 39L. Alors ça, c'est la valeur de delta P. Maintenant, nous pouvons donc procéder au calcul de P max, de la charge maximale, qui est ce que nous cherchions au début. Alors la charge maximale ici est tout simplement égale à la charge élastique, plus la somme des augmentations et des incréments. Donc plus la somme des delta P. Alors vu qu'ici nous avons que deux points critiques, donc au niveau des delta P, nous avons un seul delta P de départ. Alors ça veut dire que P max est égal à PE plus delta P, qui est la valeur que nous avons obtenue ici tout au début. Donc la charge maximale applicable donc, sur cette poutre dans ce cas-ci, P max,
ça sera égal à 64 fois le moment plastique divisé par 3R. Donc ça, c'est la valeur de P max que nous cherchions au début. Nous avons ainsi déterminé la charge maximale, la charge ponctuelle maximale que nous pouvons appliquer sur cette poutre au code I. Alors, c'était tout pour cette petite vidéo. Merci d'avoir suivi. N'oubliez surtout pas que ici, nous sommes en train d'échanger. Donc, si vous avez des suggestions ou bien des remarques à faire sur cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire. Surtout, partagez au max pour faire grandir davantage de vos communautés et abonnez-vous. N'hésitez pas également à vous procurer notre petit document intitulé Étanchéité des bâtiments, protéger et pérenniser l'architecture moderne, dont vous trouverez le lien en description. Alors, ce document nous traite des notions d'étanchéité, ça montre les applications, les types d'étanchéité qu'on a, leur mise en application pratique et le protocole de mise en application pratique de ces étanchéités. Alors, on se retrouve très bientôt pour la suite de ce merveilleux voyage. D'ici là, portez-vous super bien.